Dans cette vidéo, nous allons travailler avec la boucle for. Donc for est une instruction particulièrement classique, courante, qui représente donc une boucle un peu comme ce qu'on pourrait faire avec le while et le do while, mais avec une forte symétrie dans les trois étapes essentielles: initialisation des variables, le temps que, qui est donc la condition d'arrêt, et l'incrément. Donc nous allons repasser sur les composants de la boucle for, puis nous essaierons de mettre en avant les avantages du for sur le while, et ensuite nous verrons quelques écritures limites pour le for, et nous parlerons donc d'une écriture normale du for. Alors les composants de la boucle for, a priori, rien d'original, sauf que tout va s'écrire en une seule fois, à savoir que l'instruction for est suivie de parenthèses qui introduisent dans un premier bloc l'initialisation de la variable, ou l'initialisation des conditions, on va dire, point virgule tant que, donc ça c'est la condition d'arrêt, point virgule l'incrément. Ici, dans l'exemple qu'on a, l'initialisation en plus met en œuvre la déclaration d'un entier, ce qui fait que cet entier va avoir comme portée l'ensemble de la boucle for, uniquement. Donc le int i ici n'est pas utilisable en dehors de la boucle for. La condition d'arrêt, elle est exprimée par rapport à i normalement. Et puis l'incrément, bon, ça peut être quelque chose de l'incrément ou la modification de la boucle, tout simplement, peut être quelque chose de beaucoup plus compliqué que simplement plus plus. C'est sûr qu'ici, la for int i égale 0, i inférieur à nombre maximum point virgule i plus plus, c'est un grand classique. Évidemment, dans la boucle for, vous vous concentrez sur le corps des traitements, les instructions qui vous intéressent vraiment. Contrairement au while, finalement, où dans le corps, vous mélangez un petit peu tout. Alors justement, l'avantage du for sur le while, c'est le fait que le for possède toujours trois parties. Initialisation tant que incrément. Alors qu'avec le while, eh bien, on oubliera facilement l'initialisation et l'incrément peut passer à la trappe. Et quand l'incrément passe à la trappe, eh bien, vous vous retrouvez avec une boucle infinie rapidement. On oublie moins la modification de la variable de boucle avec le for. L'initialisation est beaucoup plus évidente. Voilà. C'est vrai que j'aurais dû rajouter autre chose, c'est que le for, finalement, dans le bloc d'instructions qui suit le for, vous placez du code qui est vraiment concentré sur ce que vous voulez faire avec cette boucle. Alors que dans le while, forcément, vous êtes obligé de mélanger votre code normal d'exécution, ce que vous cherchez à faire, et aussi tout ce qui est modification des conditions de boucle pour pouvoir arrêter le while. Pour ce qui est donc des écritures limites du for, d'abord on a la possibilité de mettre un point virgule à la fin du for, oui. Donc dans ce cas-là, en gros, le for travaille un peu par effet de bord. Et on finit par trouver un truc du genre for, parenthèse, point virgule, parenthèse, qui s'appellera le crabe pour certains. Dans certains cas, on oublie volontairement une partie du for, par exemple l'initialisation. On pourrait imaginer effectivement ne pas mettre l'initialisation de la variable dans la première partie du for. C'est un petit peu embêtant parce que au niveau lisibilité, alors je dis pas que ça va forcément mener à des bugs, mais en termes de lisibilité, évidemment, c'est beaucoup moins intéressant. On peut aussi mettre des listes d'initialisation, c'est-à-dire mettre plusieurs initialisations de variables dans la première partie de la boucle for. Donc là, votre for va devenir bientôt une instruction à 80 colonnes, on va avoir vraiment du mal à suivre. Dans la même idée, on a des listes d'incréments aussi. I++, virgule J++, virgule K++, enfin, on finit par plus trop savoir ce qu'on est en train de modifier dans cette boucle for. Et puis, dernier point, évidemment, il y a les conditions d'arrêt qui peuvent être extrêmement compliquées. Donc tout à l'heure, moi j'avais fait simplement un i inférieur à max pour arrêter ma boucle for. Donc tant que i inférieur à max, on peut avoir des conditions beaucoup plus complexes. Il suffit d'avoir des expressions booléennes en fait. Alors voyons un petit peu ce que ça donne avec NetBeans dans un projet que je vais appeler fr 178.9.01. Alors ici je vais donc appliquer quelques boucles for. Quand je veux construire une boucle for, normalement dans une première partie, donc int i égale 0 ici, j'initialise des conditions. C'est comme ça qu'on va construire la boucle. Point virgule à l'intérieur du for. Ensuite les conditions args.i inférieur à args.length. Donc là, ça c'est ma condition d'arrêt. Tant que cette condition est vraie, alors je vais continuer. Et ici, la modification de la condition consiste à créer, à faire un i++. Bon, par derrière, en fait, ce que j'ai fait là,
c'est ouvrir un bloc. Bien entendu, je peux mettre une seule instruction. Donc d'ailleurs, je peux commencer par l'enlever. Donc un truc comme ça, system.out.println par exemple. Moi, j'ai tendance à ne pas apprécier ce genre de montage parce que je trouve ça moins lisible, même si l'indentation effectivement est là pour réduire un petit peu améliorer un peu la lisibilité. Je trouve beaucoup plus lisible d'aller construire comme ça un bloc. D'ailleurs, en fait, en plus avec un outil comme NetBeans, comme vous voyez, quand je sélectionne, quand je me place derrière un bloc, il me dit où commence ce bloc. Donc la lisibilité est quand même grandement améliorée, donc je conseillerais de mettre les accolades systématiquement. Donc voilà ce pourquoi est fait le for. Le i ici ne peut pas être utilisé en dehors. Par exemple, si je veux faire afficher le i en dehors de la boucle for ici, le compilateur va me dire, t'es gentil, mais le i n'est pas accessible. I est une variable locale au for. Ce qui peut vous amener à écrire du code de ce genre-là. Décidément, je fais passer le a à la place du 0. Voilà, donc là, effectivement, j'ai déclaré une variable en dehors de la boucle for, donc bien entendu, j'y ai droit en dehors de la boucle for. Le i ici va avoir la dernière valeur, évidemment, qui aura été modifiée par rapport à i. Hein, donc en gros, i vaudra length à la fin de mon bloc. Alors cette écriture-là n'est pas conseillée, bien que c'est vrai que certaines fois, on serait bien content de récupérer la valeur, la valeur de i en dehors. Alors pourquoi pas conseiller? Bien parce qu'en fait, votre variable i ici pourrait être utilisée dans des usages totalement différents à côté du for, donc vous allez un peu mélanger les genres, quoi, une variable qui s'appelle i en plus, pas particulièrement explicite. J'ai un peu l'habitude d'utiliser i comme indice, hein, bien sûr, mais pas particulièrement explicite dans un autre contexte, c'est-à-dire légèrement plus loin. Hein. Je vais retrouver la variable i. On va un petit peu à l'encontre des principes du Java. Deuxième remarque, donc après, vous avez la possibilité d'utiliser ici des listes d'initialisation. Donc là, vous voyez si ceci vous apporte de la lisibilité, je pense pas. Et puis bien sûr, ici, vous avez la possibilité de travailler une liste d'instructions. Donc vous vous retrouvez avec un for qui commence à prendre une tronche, j'ose à peine dire ce que j'en pense, quoi. Hein. Et puis donc ici, bien sûr, vous pourriez avoir en plus des conditions compliquées. Donc le boucle for le permet, hein, la syntaxe le permet, mais évidemment particulièrement gênant. Il y a aussi une petite remarque à faire à propos de ce que la syntaxe permet. Concernant donc l'écriture du point virgule à la fin de la boucle for, on peut coder ça. Alors là, qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, vous avez une variable k qui va avancer jusqu'à length. K, de toutes les façons, est une variable qui est locale dans le for. Autrement dit, ici, k n'est pas utilisable en dehors. Donc ce genre de code, a priori, est plus une boulette qu'autre chose, surtout si vous écrivez ça derrière. Vous avez tout à fait le droit de démarrer un bloc derrière le for, mais ce bloc-là n'a strictement rien à voir avec le for. Ce qui va se passer ici, c'est qu'on va boucler jusqu'à length, ou length-1 plutôt, et puis arriver ici, et puis là, après, vous exécutez le code de façon séquentielle dans un bloc qui n'a strictement rien à voir. Donc attention à ce point virgule à la fin. Dernière remarque, ce que certains appellent le crab, un while true en fait. Donc un crabe parce qu'il paraît que ça ressemble à un crabe. Mais bon, enfin bref, ça c'est une boucle infinie, while true. Donc ce genre de boucle ne devrait pas trouvé beaucoup de place en fait dans votre code. Bon, c'est ça le sens du message que j'obtenais là. Donc je peux repartir avec ce genre de choses. Imaginons ici que je traite une variable i. Pas variable i, une variable entrée par exemple, qui est mise à 0. Imaginons que je fasse entrée égale system.in.read par exemple. Et donc read ici me donne... Ouais, donc ça c'est un problème de gestion des exceptions, donc je vais le mettre en commentaire parce qu'on n'a pas encore vu les exceptions, on reviendra sur ce genre de code. Et ici en fait je regarde si entrée, donc if entrée égale q comme quitter, eh bien je fais un break. Alors break, c'est une instruction qui, utilisée dans une boucle en général, va casser la boucle ici, tout simplement. On pourrait aussi faire un truc du genre else
if entrée égale C. Et ici, je fais continue. Alors, continue, break sont deux instructions que vous trouvez facilement dans des boucles. Alors, typiquement peut-être plutôt dans des boucles while. Mais ici, donc, j'ai fait une boucle for qui est une boucle infinie en réalité. Et là-dedans, qu'est-ce que j'ai mis? Enfin, donc j'aurais pu faire la même chose que ça. Hein. Que si l'entrée était Q, alors break, ça veut dire sort de la boucle. Donc dans ce cas-là, je vais interrompre la boucle et passer à la suite du code. Et ici, donc, si l'entrée vaut C, alors je fais continue. Et continue, en fait, ça m'exécute le code qui est juste derrière ici. Pardon, ça ne m'exécute pas le code qui est juste derrière ici. Ça me fait passer à l'itération suivante. Autrement dit, je vais relire l'entrée. Donc, break et continue, ce sont deux instructions que dont vous allez trouver l'usage, en fait, dans ce genre de boucle. L'idée générale étant de faire à peu près l'équivalent de ce que certains savent faire avec des goto. Hein. Je rappelle que Java connaît aussi les labels, alors ça sort un petit peu de notre sujet ici, mais Java connaît un petit peu connaît les labels, et donc vous pouvez faire des breaks multiniveaux en se branchant sur des labels et continue en se branchant sur des labels, c'est possible. Bon, toujours est-il que break et continue ne sont pas d'un usage proscrit, et donc dans ce cas-là, votre boucle for effectivement peut avoir des conditions d'arrêt un peu particulières. Alors évidemment, j'ai une boucle infinie ici, à condition d'arrêt un petit peu particulière. Bon, ça améliore pas la lisibilité, mais ça permet de traiter des choses comme ça. Boucle tant que tu lis l'entrée, et en fonction des entrées, tu réagis de façon spécifique. Voilà, donc ce qu'on a couvert, ce sont les composants essentiels d'une boucle for. Je rappelle l'intérêt du for sur le while, c'est la symétrie, en fait, c'est le systématique de présence des initialisations tant que et incréments, donc des conditions, ce qui va modifier les conditions. Et ensuite, nous avons essayé de placer quelques écritures limites du for. Et les écritures limites du for, eh bien, c'est tout simplement des choses comme boucle infinie, crab, utilisation des breaks et continue, c'est un petit peu limite, mais souvent bien utile.